Chapitre 2. Comme prévu, les entretiens se multiplièrent. Je retournais dans cette caverne très régulièrement. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ni comment je me retrouvais là. Mais docilement, tacitement, j'acceptais de me prêter au jeu de cette communication particulière, essayant de dégager un sens à tout ce travail. J'envisageais la version des spécialistes comme probable et me résignais à travailler avec eux à une éventuelle amélioration de ma situation. Le rendez-vous commençait toujours par une longue pause, solitaire, mais le plus souvent en compagnie, car la salle d'attente ne désemplissait pas. Je remarquais le changement puisque les trois singes, jadis perchés sur l'épaule de ma psychiatre, avaient émigré dans la pièce. Je patientais là, trouvant le temps long. Je puisais dans cet intervalle le courage d'exprimer intérieurement ce pourquoi j'étais venue. Enfin, j'essayais de comprendre. Je m'exerçais à être une bonne patiente, de celle qui avait quelque chose à raconter qui fût éventuellement curable. Je parcourais intellectuellement toutes les étapes potentiellement traumatisantes de ma vie, des événements qui auraient pu expliquer ma présence ici. Me rappeler les épisodes les plus sombres ne me réjouissait pas, d'autant que j'étais censée les partager avec une inconnue. Cet exercice impudique devait me soigner. Le principe me paraissait saugrenu, mais, persévérante, j'avais décidé de m'y contraindre. J'abordais la psychothérapie avec la curiosité que l'on peut ressentir pour les expériences surnaturelles, celles que l'on expérimentait face à une pratique atypique comme l'hypnose, la transe, le rêve éveillé. J'en attendais des effets un peu miraculeux. Globalement, j'avais en tête que le principe de fonctionnement d'une psychothérapie était de rechercher des causes passées à des problèmes présents. Une fois identifiés et chassés de mon être par le chariot du langage, de l'expression, ces souvenirs handicapants seraient définitivement mis à l'écart et ne déteindraient plus sur ma vie. J'appliquais cette méthode faute d'autres explications qu'aurait pu me fournir ma psychiatre, par exemple. Heureusement, pour m'évader de mes pensées, qui, au vu des circonstances, ne pouvaient pas être joyeuses, puisque j'étais malade et qu'il y avait forcément une raison sombre, j'avais quasiment adopté les trois primates qui me faisaient face et qui m'aidaient, entre deux réflexions, à attendre. Je focalisais un grand moment sur cette image, espérant pouvoir faire preuve d'autant de malice que ces animaux. J'avais l'espoir de m'en sortir aussi bien face à ma psychothérapie que, tiraillé par l'envie de croquer une fourmi et la difficulté à pouvoir en attraper une cachée à l'intérieur de sa tanière. De la même manière, je voulais avoir l'imagination et l'intelligence pratique suffisantes qui me permettraient de saisir une jeune tige fine qui pourrait pénétrer dans ma fourmilière pour en extirper les occupantes et m'en sustenter. Je me prenais pour Diane Fossé au moment où les gorilles avaient toléré sa présence auprès d'eux. Les animaux et moi nous faisions face, nous observant mutuellement, dorénavant discrètement. Mon imagination fut perturbée par l'exaspération qu'un autre patient, assis dans la salle, manifestait par des soupirs appuyés, comme s'il essayait d'éteindre ses bougies d'anniversaire imaginaires sans y parvenir. Les trois spécimens, postés devant leur garde-manger, les yeux brillants de faim, de détermination et de malice, sortirent de mon esprit. Mes yeux projetèrent à la place l'image réelle du tableau de ma thérapeute. L'aveugle, le sourd et le muet. Il y avait celui qui se bouchait les oreilles, celui qui se cachait les yeux et celui qui avait ses mains devant la gueule. Des trois, je pensais que c'était le muet le plus chanceux. Il valait mieux être muet que sourd ou aveugle.
parler étant vraisemblablement de moindre importance que voir ou entendre. Un outil luxueux et évolué comme le langage m'apparaissait négligeable comparé à un sens primordial, primitif et nécessaire tel que l'ouïe ou la vue. Parfois même, vivre dans le silence pouvait constituer un réel soulagement et permettait d'entrevoir instinctivement d'autres sortes de communication. Elle avait exposé cette toile comme une œuvre d'art décorative, mais c'était plutôt de l'ordre du symbolique. Je supposais qu'un guérisseur de l'esprit n'aurait pas affiché cette allégorie par hasard. Alors, que venait-elle signifier dans l'antichambre d'un docteur de l'âme? J'en étais à cette question quand elle fit irruption dans la salle. Bonjour, Sophie, je suis à vous tout de suite. Je prends monsieur XY. Monsieur, si vous voulez bien me suivre. S'adressant à la fois à moi et à lui en mode communication schizophrénique, ce qui me fit largement sourire intérieurement. Mon cerveau fut happé par ce comportement et je ne sus pas pourquoi je me mis à lui chercher moi aussi des tares. Cela me paraissait bizarre qu'elle s'adresse à plusieurs personnes en même temps. Et je suis à vous, Sophie. Je levai brièvement les yeux dans sa direction pour lui prouver que je l'avais entendu, prenant soin de ne rien laisser paraître concernant mon opinion sur son état de santé psychique. Puis je replongeai dans mes pensées animalières. Les trois sens n'appartenaient plus au même individu? Ou alors c'étaient trois créatures différentes? Un muet, un sourd, un aveugle? Le peintre aurait pu faire 6 mains à chaque hominidé pour exprimer le fait que ceux-ci ne disaient rien, n'entendaient rien et ne voyaient rien. Ce qui revenait à dire que ce bonobo ne ressentait plus rien ou ressentait différemment. Vit sans voir, parler ni entendre. La vérité était-elle ailleurs, au-delà des mots, des images et des sons? Tu venais en ayant une vision différente de la réalité, et puis tu repartais dopé à mort, à tel point que tu t'en retournais handicapé. Ou alors, ce simien faisait du dédoublement, ou plutôt du détriplement de personnalité. Une part de lui entendait, l'autre voyait, et la troisième parlait. Une perversion à coup sûr. Ce qui expliquait alors pourquoi il s'était retrouvé trônant dans cet endroit. La porte de sortie claqua bruyamment, brisant net ma rêverie. Monsieur XY avait fini son déballage émotionnel et je les entendais se saluer de l'autre côté. Ça allait être mon tour. La psychiatre tourna autour de la porte qui reliait la salle d'attente à son bureau et me fit signe d'entrer. Elle gardait une de ses mains sur la poignée tandis que son bras libre dessinait dans l'air un accent aigu à la manière d'un agent de circulation. De là à dire que cette procédure était une obsession, il n'y avait qu'un pas, car c'était toujours précisément de cette manière qu'elle agissait. Je m'assis face à elle, le regard dans le vide en direction de son épaule, à cet emplacement précis où les mammifères étaient exposés auparavant. Elle faisait mine de ranger des papiers ou de fouiller dans son ordinateur jusqu'à ce qu'enfin son regard croise le mien. Soutenu et dans l'expectative, il voulait toujours signifier. Alors, Sophie, comment allez-vous? Ne la laissant pas énoncer sa question d'introduction, j'entamai. Vous avez sorti les trois singes? Ils vous embêtaient? Ils n'étaient pas sages? Elle se retourna comme pour vérifier et me répondit. Ah oui, vous avez remarqué. Puis je lui demandai. Alors, vous ont-ils délivré leurs secrets pendant tout ce temps où ils étaient perchés sur vos épaules? Pas vraiment, dit-elle en riant. Ce que je sais, c'est qu'ils représentent la sagesse. Ils disent ne dis rien, ne vois rien, n'entends rien, et il ne t'arrivera que du bien.
Je les avais mis là car c'était un cadeau de ma grand-mère. En fait, c'est vrai qu'ils auraient davantage leur place dans une officine d'agents secrets, mais ils appartenaient à mon grand-père et j'y suis attachée. Elle marqua une pause pour reprendre. Vous avez raison, Sophie. Il n'était pas à l'aise ici, puisqu'on est censé y parler de tout, écouter ce que l'on dit et voir au-delà des apparences. Alors je les ai retirés. Loin de moi l'idée qu'ils ne dussent pas se trouver dans son salon de travail, puisque cette conversation, comme tant d'autres auparavant, avait pour unique dessein de créer une diversion. C'était un moyen de faire passer le temps et d'en finir au plus vite avec elle. J'avais découvert que les séances m'étaient plus utiles et moins désagréables quand on n'y parlait pas de moi. Et, mieux encore, je préférais que ce soit elle qui meuble le silence. Elle enchaîna naturellement sans que je dusse la relancer, comme si sa mémoire lui revenait au fil des silences. Néanmoins, Confucius en a donné une autre interprétation. Devant l'impolitesse, ne pas regarder, ne pas écouter, ne pas parler, ne pas bouger. À impolitesse, dans votre cas, on pourrait substituer folie. N'écoutez pas, ne parlez pas, ne bougez pas devant la folie de vos visiteurs. Ma dernière remarque cinglante eut pour effet de la ramener à sa tâche. Elle reprit aussitôt sa posture de psychiatre en me lançant une affirmation violente et autoritaire quant à mon état de santé. Vous n'êtes pas bien, Sophie. Je ne fis pas cas de cette remarque, continuant sur ma lancée. Eh bien, moi, docteur, je suis ce genre de patiente qui voit des voix, qui entend des images et qui dit non pas des mots, mais des pensées. C'est grave, ça, docteur. Elle botta en touche comme un footballeur qui ne veut pas affronter son adversaire et mit fin à notre débat philosopho-psycho-artistique par une tirade très professionnelle. Bon, Sophie, je pense qu'il faut revoir votre traitement. Ce sera mieux, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Elle tira son bloc d'ordonnance et griffonna plusieurs lignes avant de me tendre la feuille. La séance se termina. J'en connaissais plus sur cette métaphore picturale, mais je n'avais rien appris ni sur les mots ni sur la maladie qui m'amenait là. Peut-être que ça l'avait aidée, elle, cette conversation. Moi, je n'étais pas mécontente, mais j'aurais pu aller au musée pour obtenir un résultat analogue. Enfin, j'étais avide de connaissances dans tous les cas, alors en apprendre un peu plus sur une personnification philosophique avait été intéressant. J'étais peut-être comme ces personnages d'Épinal, captant la réalité différemment, au-delà des apparences. C'était ça, être malade alors? Je dépliai l'ordonnance et vis qu'elle avait doublé la dose journalière de gespéridone et ajouté un anxiolytique et un puissant antipsychotique. Les semaines universitaires terminées, je rentrais systématiquement chez mes parents comme ce dimanche. Dans la voiture, il n'y avait pas un bruit sauf le ronron du moteur. Je n'avais pas le cœur d'allumer mon autoradio. La semaine s'était mal passée, j'avais séché tous les cours magistraux, me forçant à assister aux travaux dirigés obligatoires. J'y avais fait acte de présence, sans conviction, juste pour signer la feuille, mais le cours avait glissé sur moi sans que j'y comprenne quelque chose. Le silence dans l'habitacle me permettait de regarder mon esprit s'évader et se poser mille et une questions. Chacune d'elles m'amenait à une réponse farfelue qui en suggérait une autre dans un flux incessant, désorganisé et douloureux. La voiture filait sur l'autoroute. Je ne me sentais pas malade et je croyais vraiment discerner des choses réelles. Mon cerveau me parlait, voilà tout. Je me souvenais que, même petite, quand je révisais mes leçons, je m'entendais les réciter à haute voix dans ma tête. Et pourtant, à cette époque, ce n'était pas un problème. Et puis, au fond, le docteur
n'avait pas parlé de maladie, juste de médicaments. Une ordonnance sans justification. Un traitement long ou à vie, alors même qu'aucune pathologie n'avait été évoquée. Je voyais bien que mon esprit ne fonctionnait pas comme d'habitude, surtout depuis la récente présence de ma psychiatre dans ma vie et la forte augmentation des drogues qu'elle m'imposait. On aurait dit que tous mes sens étaient amplifiés. Je percevais des petites choses qu'en temps normal je ne remarquais pas. J'avais l'impression de lire dans les pensées. Depuis toujours, je m'étais intéressée à la voyance, les cartes de tarot et ce genre de sciences occultes. Non pas que j'y croyais, mais le fait que cela existe depuis toujours aiguisait ma curiosité. Et là, mon cerveau avait ouvert des cases nouvelles qui lui permettaient de voir et d'ouïr au-delà des images et des mots. Je testais ce don nouveau, et lorsque je prédisais le prénom de la caissière au supermarché, je le lui demandais pour vérifier mes instincts. Avec de l'entraînement, je devinais toujours de plus en plus juste. Cette hypothèse vérifiée, je ne comprenais pas alors pourquoi ce devait être une faiblesse, alors même que j'avais raison, que c'était bien réel. Mes intuitions me parlaient, et si je ne me laissais pas déborder dans le tourbillon de mes émotions, elles ne me mentaient pas. Néanmoins, comme pour une nouvelle jument dans le haras, il fallait du temps pour l'apprivoiser. J'entendais clairement mes pensées, mes sensations, celles des autres aussi, que même peut-être ne s'étaient pas rendu compte avoir émises ou éprouvées. C'était une faculté inédite que j'appréciais et j'avais du mal à comprendre pourquoi les professionnels, la famille, la société ne voulaient pas l'adopter. Il était dès le départ hors de question que je l'abandonne. Elle me disait la vérité. Et n'en déplaise aux gens, je ferai tout mon possible pour m'y accoutumer et la préserver à mes côtés. Mon Jiminy Cricket, ma conscience, ou quelque chose s'en approchant. J'avais tellement adoré cette sauterelle dans le dessin animé, et voilà que j'avais la mienne. Attaquée de toutes parts, mais j'étais déterminée à la sauvegarder. Je compris qu'elle était considérée comme une ennemie qui ne portait pas de nom, mais qu'on essayait d'éradiquer. Elle pourrait s'appeler connaissance directe, la petite voix intérieure censée nous guider partout. Mon extra-lucidité à moi était bien triste et défaitiste. Elle ne me montrait que la noirceur qui m'environnait. J'étais rebelle et indépendante, mais raisonnable et attentive à ce que les autres avaient à dire en général. Je décidai donc que j'essaierais ces gélules puisqu'on me les avait conseillées. Mes premiers entretiens avec une psychiatre me laissèrent pour le moins perplexe sur l'éventuelle efficacité à guérir ou même à comprendre, mais il y en avait un autre de prévu un mois plus tard et je décidai que j'y assisterais. Les neuroleptiques eurent pour effet de m'endormir. Je me sentais vraiment très fatiguée, comme abattue, apathique. Ils m'ouvraient l'appétit aussi, alors je passais d'une jeune femme hypersensible, réactive au moindre bruit, voire un peu trop excitée, à une personne vaseuse qui allait du lit à la cuisine et de la cuisine au lit. Je pressentais que je n'aurais plus l'énergie de mener mes études et continuer à vivre ma vie d'avant. C'était comme une lumière qui s'éteignait. Dans ma famille, les psychiatres n'existaient que dans les films que, de toute façon, on ne regardait pas. Des films avec des malades et médecins ne nous intéressaient pas. Maman disait je ne vois pas l'intérêt d'aller voir ce genre de film. La vie est déjà tellement triste, parfois pas besoin d'aller au cinéma pour voir de la tristesse. Des comédies, oui, mais pas de violence, pas de douleur. Et puis, on n'était pas souffrant chez moi. Ma grand-mère avait à elle seule utilisé la réserve de dysfonctionnement normalement répartie sur toute une tribu. Elle réunissait phlébite et embolie pulmonaire, tuberculose et notamment 2 cancers. Ma mère, par réaction, faisait une sorte de rejet de l'abattement.
Sûrement qu'elle avait trop envie de voir des gens qui allaient bien. J'avais, de fait, un rapport particulier à la maladie et tendance à la minimiser. À part les oreillons, à 2 ans, je n'avais jamais été malade. D'ailleurs, pour moi, je ne l'étais pas non plus, car cette mascarade s'apparentait plus à une récipiscence qu'à une cure. J'allais en consultation chaque mois, et par peur ou par discrétion, ou parce que j'avais compris que personne ne pouvait vraiment me répondre, je ne demandais plus ce que j'avais, je ne cherchais plus à donner un nom à mon mal. J'essayais de vivre sans me poser trop de questions, et la fin de la semaine arrivait, je courais me réfugier chez mes parents, espérant y trouver un peu de réconfort, voire quelques explications qui auraient pu m'aider. J'arrivais et garais la voiture d'une seule manœuvre coutumière, car je l'avais réalisée 1000 fois. Je sortis du coffre un énorme sac de linge sale qui me parut aussi lourd qu'un cadavre. Je parcourus les 50 mètres qui séparaient le parking de l'entrée de la maison familiale. Je posai la lourde charge de linge dans la buanderie, enfournai une machine, puis descendis dans la salle à manger où le repas nous attendait. Le rôti trônait sur la table, des odeurs d'épices et de sel mélangés s'insinuaient dans l'appartement. Nous déjeunions machinalement, n'oubliant pas de vanter chacun à son tour la qualité de ce que nous avions dans nos assiettes. Après le repas, nous partagions un café dans le canapé du salon. J'en profitais pour informer ma mère de la teneur de mes séances et de l'état des techniques de la psychiatrie contemporaine. Tu vois, maman, quand on parle de psychothérapie, ça a l'air vraiment bien comme truc, hein? Oui, ma puce. Eh bien, je vais te dire, je n'en comprends pas vraiment l'intérêt. Tu as l'air d'aller mieux quand même, ma puce. Je me mis en colère comme à chaque fois que je discutais avec ma mère. Bon, écoute bien, maman. Je débarque là-bas, dans son bureau de vieille fille, avec ses singes pourris qu'on se croirait dans un bureau du contre-espionnage et son horloge de Napoléon, là, qui teinte tous les quarts d'heure. Rien que ça me file pas envie de lui adresser la parole. Ma maman savait qu'elle allait suivre un long discours virulent. C'était comme ça que je fonctionnais. Il fallait que ma hargne sorte, peu importe la manière. Cette folle, elle est bien calée dans son fauteuil de l'autre côté du bureau. On dirait une morte vivante tellement elle est froide. Tu sais comme j'aime la chaleur humaine, les relations profondes et la proximité, maman. Oui, Pucette. Eh ben c'est ça la psychothérapie. T'as l'impression de parler à un spectre. Et je délire pas là, mam. Tu sais sa préoccupation principale à cette tarée? Non. Savoir si je vais en boîte de nuit. 10 séances, 10 fois cette putain de question. Sophie, vous allez en boîte de nuit? Maman, tu sais que je déteste les boîtes de nuit. Je trouve que c'est un supermarché de dépravés qui ne veulent que passer 1 heure avec toi à la sortie. Oui, et là, je ne te donne pas tort. Mais putain, je lui dis quasi à chaque fois, et bien rien à faire, elle insiste. Sophie, vous allez un peu en boîte de nuit quand même. Comme si le critère pour un jeune en bonne santé, c'était sa fréquence de fréquentation de boîte de nuit. Maman, je te jure, j'hallucine. Elle a tapé la tête vraiment. Mais ça sert à quoi ces questions? Je passe des heures à essayer de trouver un truc à lui raconter. Elle passe des heures à ne rien dire. Bientôt, elle ne bouge pas. Même pas un cil. Ah, si, pardon, de temps en temps, elle prend des notes. Mais j'ai plus l'impression qu'elle fait sa liste de courses. Maman, je parlerai à Rantanplan qu'il me servirait plus qu'elle. Soit elle dort debout, soit j'y comprends rien. Et tes pilules, ma puce? Je les prends, mais ça change rien. Enfin, si, je gonfle comme un ballon. Au lieu de réviser mes cours, je dors, je rêve éveillé, je fais caca 1 fois par semaine et encore, j'angoisse dès que je sors de la maison. Et même à l'intérieur, un super son truc. Quel taré, vraiment. Ma mère ne dit rien, car elle n'y connaissait pas grand-chose. Elle sentait ma haine et ma souffrance, mais elle se sentait incapable de m'aider.
Elle faisait confiance aux savants et me poussait à continuer, espérant que c'était là la solution. Elle ne tenait pas vraiment compte de ce que moi j'en pensais de la psychothérapie et espérait malgré mes explications que ça pourrait porter des fruits. De toute façon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Tu sais, il paraît que c'est long ce genre de processus, ma puce. Persévère, en tout cas tu vas mieux. Devant les conseils de ma mère, je décidai de persister. Elle avait sans doute raison. Il fallait continuer. J'allais peut-être comprendre. Et puis, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Maman, la doc, elle me demande si je vais en boîte de nuit. Et elle me dit de pas fumer des joints. Mais franchement, maman, t'as déjà vu un jeune qui va en boîte de nuit et qui fume pas? Putain, mais elle est débile, je te jure. Je me levai pour embrasser ma mère. En quittant le salon, j'ai ajouté à la cantonade. Bon, maman, j'essaierai de rentrer le week-end prochain. Je me repris aussitôt. Mais c'est pas sûr, ma. Je crois que j'essaierai d'aller en boîte de nuit. Il paraît que c'est bon pour ma santé. J'allais récupérer mon linge propre et humide qui pesait désormais un cadavre et demi. Le repas et la conversation avaient dû me faire du bien, car il m'était plus facile de porter le paquet. Ou alors était-ce ma colère? Au passage, j'emportai le brin de muguet porte-bonheur que maman m'avait offert et elle en profita pour me lancer. Tu as raison, Sophie. Fais comme tu sens. Non, maman, tu le sais, j'en ai plus de raison. Mais je n'ai pas forcément tort non plus. Allez, à plus. Chapitre 3. Je suivais Sophie Krisen depuis 18 mois maintenant. La création d'une relation de confiance essentielle à la bonne marche de mon travail n'avait pas eu lieu. Je n'étais pas beaucoup plus vieille qu'elle, peut-être 10 ans, mais nous étions bien différentes. Sophie était une adolescente révoltée et rebelle, indignée dans sa chair par les injustices de la société, révolutionnaire, grande gueule, presque anarchiste. Elle avait aussi une énergie impressionnante et je ne savais pas comment réagir pendant les entrevues. Elle passait ses séances à me hurler sa haine au visage. D'un point de vue médical, sa psychose et ses hallucinations avaient l'air amoindries. Mais malgré sa médication, elle ne calmait pas sa rage. Rage de vivre sûrement, de comprendre, de vaincre. Je sentais bien que le courant ne passait pas. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas orientée vers un autre collègue à l'époque. À chacun de ces départs, je constatais amèrement mon impuissance à résoudre ces conflits intérieurs, et pour moi, ça sonnait comme un échec. Pour me rassurer, je me disais que mon boulot était de maîtriser sa psychose et pas sa personnalité. Alors ce n'était pas si mauvais. Ce jour-là, je l'attendais dans mon antre. C'était l'été. Elle était assise face à moi comme à son habitude. Le silence pesait sur nous pendant de longues minutes. Ses regards fuyaient vers le plafond. Après avoir bâillé à plusieurs reprises, elle prit la parole pour m'annoncer, sans préalable ni introduction, qu'elle avait trouvé un stage dans le parc national du Mercantour. J'interprétais cette information comme un bon signe, un progrès. Elle avait de plus validé ses examens et était désormais diplômée avec une licence de biochimie. Je la questionnais sur ses occupations au sein du parc. Sophie était toujours un peu agressive dans ses réponses. Cette impulsivité était le pendant de sa spontanéité. Je me disais qu'on devait forcément avoir les défauts de ses qualités. Mais au fond, elle m'énervait, Sophie, avec son ton insolent, son côté provocateur. Moi, j'avais été une étudiante en médecine modèle et il m'était encore difficile de me laisser piétiner par une petite impertinente, même si je savais que ça faisait malheureusement aussi partie de ma fonction de psychiatre.
s'oublier au profit de l'autre. Soudain, alors qu'elle me parlait du parc où elle travaillait à un bouquin répertoriant les orchidées sauvages et endémiques, je me mis à penser aux loups. Deux loups venaient d'être réintroduits dans le Mercantour, l'information avait été relayée dans la presse locale et mon cerveau fit le rapprochement entre l'histoire de Sophie et ce couple de loups. Peut-être qu'il m'intéressait plus que les orchidées. Moi, qui restais souvent muette, je lui dis comme ça, au milieu de son monologue, il y a des loups dans le Mercantour. S'il n'y avait eu que cette question, je n'y aurais pas plus porté d'intérêt, mais je me mis dans la foulée à imiter le cri du loup, hurlant à la lune d'un coup, au beau milieu de mon bureau et ma séance. Aouh! 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 Fis-je. L'effet de stupeur fut radical sur Sophie, qui d'ordinaire très volubile, et une fois qu'elle se mettait à discuter, s'arrêta net dans ses propos. Elle me regarda, se grattant la gorge comme on se pince pour y croire, ses yeux s'écarquillèrent, et un sourire moqueur s'esquissa sur son visage, trahissant sa surprise. M'apercevant du malaise que j'avais créé, j'interrompis aussitôt mes hurlements, me grattant moi-même la gorge, gênée et essayant de faire comme si de rien n'était. Je décalai mon fauteuil et me levai pour signifier que l'entretien était fini. Je la raccompagnai vers la porte, lui serrai la main pour la saluer. Sophie, n'oubliez pas le traitement et pas de joint. Pas de joint. On se voit le 12. Au revoir. Je me rassis seule à ma table pour méditer quelques instants. Je ne savais pas ce qui m'avait pris. Cela aurait pu passer inaperçu, mais ce genre d'attitude était déplacé. Cela ne me ressemblait pas. Je me disais que ce devait être le métier qui rentrait, qu'à force d'être en contact avec l'étrangeté, voilà que moi aussi, j'avais des réactions incontrôlées et farfelues. Une sorte de mimétisme, pour être plus en phase avec mes patients. 2 ans de consultation où je n'avais quasiment rien dit, et voilà que je me donnais en spectacle. Je commençais à penser doucement que c'était moi qui avais besoin de voir quelqu'un. Le tintement discret de mon horloge me rappela qu'un autre client m'attendait, et je me mis machinalement à chercher son dossier dans mon tiroir. Ce fut alors que, ne trouvant pas la poignée, je m'aperçus que je m'étais installée du mauvais côté, assise à la place de Sophie. Instinctivement, je sautai du fauteuil, remettant mes cheveux en ordre comme pour masquer mon embarras. Étais-je en burn-out, surmenage, régression sauvage? C'était plus difficile de m'auto-diagnostiquer avec précision que de le faire pour autrui pour qui je me préoccupais moins de mes propres approximations. Mais pour moi, je voulais de la précision, du scientifique. Qu'est-ce qui me prenait à présent? Chagrin d'amour, solitude. Et c'était quoi le remède? Comment soignait-on une solitude surmenée de manière régressive, avec dégoût amoureux et identification significative au loup hurlant? Euh, C'était vraiment confus. Bien que le DSM eût créé une catégorie pour chaque symptôme, j'étais un peu perdue. Mon cerveau, riche de ma stature de médecin, avait tendance à vouloir trouver une solution immédiate et rapide. Face à mon propre cas, je ressentais fortement les limites de mes capacités à entreprendre quoi que ce soit. Pressé par le temps, je mis fin à mes ruminations, me disant qu'un Tiamax, un Gesperidone et un Sex on the Beach remettraient naturellement tout ça en ordre et me rendraient ma dignité de docteur. Je fis entrer Monsieur Fernandez. C'était un gentil veuf éploré qui, comme beaucoup d'hommes de la génération du baby-boom, ne savait même pas se faire cuire des pâtes.
J'essayais de le guérir de ce problème sans casserole ni fourneau, ni sa défunte dans mon bureau. Mais en ce jour particulier, transgressant les pratiques classiques de la psychiatrie rentable, je lui conseillais simplement de s'inscrire dans un de ces nombreux cours de cuisine à la mode et de diminuer de moitié sa dose d'antidépresseurs. Et qu'on en reparlerait dans 6 mois.